Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire autour de l'évitement de la gadgetisation pour les outils numériques de la formation. Merci de nous rejoindre. Ma collègue Charlotte vous dit bonjour dans le chat, ce qui vous permet de l'identifier. N'hésitez pas à l'utiliser pour réagir, faire des commentaires pendant tout ce webinaire. Le temps que tout le monde puisse nous rejoindre, on va déjà commencer avec une petite question au clap et dans un instant, nos intervenantes se présenteront. Donc, première chose, je vous invite à rejoindre l'événement WooClap qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous avez un téléphone, vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran. Et sinon, vous pouvez également vous connecter en cliquant sur le lien que je viens d'envoyer dans la conversation. Ça vous permettra de rejoindre l'événement WooClap. Et j'ai une première question, notamment pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec l'outil. D'où vous connectez-vous? Où êtes-vous? Et si vous n'êtes pas dans l'Hexagone, où je vois que la Belgique a été ajoutée, vous pouvez mettre un petit point du côté de l'océan ou des frontières qui a le plus de sens en termes de proximité géographique. Alors, je vois qu'on a des personnes qui sont à Paris. Voilà, n'hésitez pas à nous indiquer où vous êtes, également dans le sud de la France. Ah, on est sur un petit concours nord-sud. S'il y a des personnes au centre, à l'ouest, c'est le moment de vous manifester. Et puis, je demanderai aussi peut-être à Fabienne et Fanny, qui sont nos intervenantes aujourd'hui, de nous dire quand elles se présenteront, d'où elles se connectent, parce que c'est un petit peu ça qui est intéressant aussi dans les webinaires, c'est de voir qu'on peut avoir des problématiques qui sont similaires dans des centres de formation et dans des organisations qui sont à des endroits variés. Et donc, merci aux personnes qui ont participé. Donc, beaucoup de personnes dans la région parisienne de ce que je vois. On va continuer pour aller vers le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Et nos intervenantes, Fabienne Bouchu de Ségos et Fanny Baume de l'UCPA Formation. Fabienne, est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase et ensuite Fanny pourra prendre la parole. Oui, avec plaisir. Merci Arlène. Donc, je suis Fabienne Bouchu. Je suis ravie d'être présente durant ce webinaire aux côtés de WooClap et de Fanny, et donc avec vous. Je suis chef de projet innovation chez Ségos. À ce titre, je suis responsable de la conduite de projets qui visent à créer de l'innovation dans la pédagogie, dans la formation et à créer des nouveaux formats de formation. Je suis aussi responsable de l'usage de l'outil WooClap et du déploiement de l'outil WooClap auprès du réseau de nos 1700 formateurs qui animent les formations Ségos. Et à titre personnel, je suis auteur d'un livre qui s'appelle La boîte à outils des formateurs, qui paraît chez Duno depuis plusieurs années et qui parle de la vie des formateurs et qui leur apporte des outils pour exercer leur métier sous toutes les dimensions. Merci beaucoup Fabienne d'être là aujourd'hui. Et Fanny, je vous laisse vous présenter à notre audience. Merci Arlène, bonjour à tous. Donc je suis Fanny Baume, je suis responsable ingénierie de formation en charge de la digitalisation pour UCPA Formation. Donc, je travaille au siège qui se situe à Lyon, mais nous avons un grand nombre de sites de formation un peu partout en France. Et donc voilà, nos formateurs sont un peu partout et sûrement proches de chez vous. Tout à fait, c'est vrai qu'on a pris deux intervenantes qui travaillent dans des organisations qui sont, qui interviennent partout dans l'Hexagone, et je pense que c'est aussi ça la richesse de cette discussion. Quant à moi, je suis Head of Learning Innovation en anglais, mais donc je coordonne les sujets pédagogiques à WooClap en interne auprès de nos différentes équipes, et en externe, je travaille notamment sur tout ce qui est co-construction pour faire en sorte que nos outils soient vraiment répondent à des vrais enjeux du terrain, des formateurs, des formatrices, mais également soit co-construit en lien avec la recherche pour prendre en compte les bonnes pratiques issues de la recherche pour l'enseignement avec nos outils. Et donc, WooClap, c'est une suite d'outils pédagogiques. On est aujourd'hui présent dans 150 pays et voire plus, et ce sont des outils autour de l'interactivité des formations, et vous venez déjà d'utiliser WooClap à l'instant dans notre première question et on va continuer à en parler. Donc WooClap, c'est un outil qui permet de créer des questions. Plus de 20 types de questions sont disponibles pour
faire participer, donc garder l'attention des apprenants pendant les formations, mais aussi mesurer leur compréhension en temps réel et puis leur apporter comme ça un retour immédiat du feedback. Je vous propose qu'on parle du sujet d'aujourd'hui. Donc, ce webinaire s'appelle « Gadgetisation, manque d'adoption, dispersion. Comment éviter les pièges du digital learning ». Concrètement, l'enjeu, dans les échanges qu'on a à WooClap, on se rend compte que de nombreux formateurs, mais également des équipes qui sont en charge de la coordination des outils numériques pédagogiques sont parfois un peu perdus entre voilà, tous ces outils, comment les choisir. Ensuite, quand on en choisit, comment on fait pour gérer toute la dimension de change management pour pouvoir les proposer aux formateurs, comment on s'assure qu'ils soient ensuite vraiment adoptés. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Donc, les axes sur lesquels on va s'attarder, ça va être quelles sont aujourd'hui les difficultés, les freins majeurs, les attentes des formateurs, des formatrices autour des outils numériques. Comment on fait pour accompagner ce changement, l'adoption de certains outils et de manière plus globale, comment on fait pour avoir une boîte à outils de base, des outils qu'on propose qui sont cohérents à la fois dans une dimension de l'écosystème numérique qu'on veut avoir, mais aussi sur l'impact pédagogique, voilà, qui est l'objectif des formations, évidemment. On aura aussi un temps pour les questions-réponses à la fin. Et je vous invite pendant l'entièreté du webinaire à envoyer, si vous en avez, des questions dans le petit outil questions qui est situé en bas sur Livestorm. Vous pouvez poser des questions. J'ai des collègues qui vous répondront directement via le chat, mais également on pourra répondre à l'oral à certaines questions si on a le temps de le faire. Et par ailleurs, l'équipe reste disponible à tout moment, donc même en dehors du webinaire, n'hésitez pas à nous écrire à info@wooclap.com. Je vous propose qu'on se lance. La première partie, donc, c'est sur les freins majeurs et les attentes aujourd'hui. Et je vais commencer déjà par vous demander à vous quels sont les freins majeurs que vous observez dans l'adoption d'outils digitaux par les équipes de formation que vous accompagnez, ou bien si vous êtes formateur, formatrice, qu'est-ce qui, pour vous, est une difficulté lorsque l'on vous parle, par exemple, d'outils numériques, voilà, quand un collègue vous dit « Ah, mais ce serait super que tu utilises tel outil », qu'est-ce que vous identifiez chez vous comme limite à son utilisation? Qu'est-ce qui vous freine? Et vous pouvez également nous dire pourquoi. Et je vois qu'une personne l'a fait. Alors, l'option « trop de choix », c'est parfois une jungle, difficile de se repérer et de choisir. Effectivement, on l'entend beaucoup. Je pense que Fabienne et Fanny auront des choses à nous dire là-dessus. Je vois également qu'on a plusieurs personnes dans manque de temps qui ont répondu. Il faut un outil simple à intégrer à sa formation, donc le sujet de la simplicité. Donc là, on a parlé de la simplicité, du choix. Très bien, merci pour merci aux personnes qui ont participé et qui ont également un petit peu justifié les raisons de leur difficulté. Il vous reste quelques secondes si vous le souhaitez. Alors, j'ai plusieurs commentaires sur d'autres difficultés. Alors, peut-être la combinaison des différents sujets, je ne sais pas. Et le rapport investissement et bénéfice. Effectivement, quand on investit dans un nouvel outil, on ne sait pas encore ce qu'on va en retirer, que ce soit en tant que formateur, que personne qui accompagne la formation ou le bénéfice pour les apprenants. Donc, c'est toujours un petit peu un grand mystère et pas forcément facile de se lancer. Alors justement, je vais commencer par poser la question à Fabienne Bouchu de Segos. Est-ce que ces différents freins qui viennent d'être évoqués vous parlent? Et vous, qu'est-ce que vous observez dans l'accompagnement des formations à Segos? Merci Arlène. Effectivement, donc intéressant de pouvoir regarder effectivement les résultats que vous avez apportés. Il est clair que quand on a parlé du digital learning il y a une dizaine d'années, on était face à une certaine peur aussi parce que ça provoquait effectivement une question autour des changements en fait d'habitude et de transition qu'il fallait effectuer. Comme toujours, il y a des personnes effectivement qui sont plus enclins à innover et d'autres qui sont plus réticents parce que bousculer des habitudes acquises, c'est pas toujours évident. Donc, la première chose effectivement qu'on a pu observer quand on est passé à l'ère du digital learning, c'est tout d'abord effectivement une accumulation d'outils qui sont à disposition. Et c'est toujours effectivement constaté aujourd'hui puisque la capacité à pouvoir choisir le bon outil dans un océan d'outils qui est proposé n'est pas simple. Donc, face effectivement à cette accumulation d'outils, il va de soi qu'il faut choisir les bons outils, les expérimenter et pouvoir trancher sur effectivement la capacité qu'on va avoir pour pouvoir les employer dans les formations qu'on délivre. Pour cela, une bonne pratique qui a été adoptée dès le début, c'était de se fier en fait à des
à des classements internationaux qui existaient, notamment il y a le classement de Jan Hart, qui en fait est une blogueuse aussi, qui énonce tous les ans en fait un classement international des outils à privilégier. Et par ailleurs aussi, il va de soi qu'en nommant en fait des référents dans des organisations qui soient en prise directe avec la veille qu'ils effectuent pour pouvoir sourcer ces outils est important. Donc, faire de la veille, c'est important, expérimenter, c'est important, et ensuite se mettre en capacité de se dire, en fait, à un moment donné, je vais utiliser un outil plutôt qu'un autre. Ça veut dire qu'il faut se confronter au changement et derrière, ne pas hésiter à oser, parce que je pense aussi qu'il y a une certaine réticence et qu'il faut expérimenter, encore une fois, pour pouvoir forger ses propres convictions. Donc, ça veut dire effectivement veiller, ça veut dire consacrer du temps et ça veut dire aller au-delà de certaines peurs. Et peut-être cette peur qui existe, qui est, est-ce que je vais réussir du premier coup à utiliser l'outil quand je serai en situation réelle avec des participants? Face à ceci, lorsqu'on a déployé notamment l'outil WooClap, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré déjà par l'usage avant l'outil. L'outil n'est qu'un moyen de servir la pédagogie. Et on a travaillé autour de cas d'usage et on avait toujours un plan B qui était proposé aux formateurs pour que le premier coup, quand ils utiliseraient l'outil WooClap, ils aient toujours une solution de repli au cas où ça ne se passerait pas bien du premier coup. Par ailleurs, évidemment, il était important d'avoir en fait des premiers de série et de pouvoir faire en sorte qu'on ait des early adopteurs qui soient suffisamment confiants pour témoigner de leur bonne pratique. Effectivement, le rôle toujours de ces premières personnes qui sont un peu plus à l'aise et un peu plus confiants, on voit qu'il est assez important et qui permet aussi de transmettre cette confiance, on va dire, auprès de ceux qui ont plus de difficultés. Et Fanny, est-ce que vous, à l'UCPA, vous mettez en place d'autres choses que Fabienne peut-être n'a pas mentionné? Je sais que vous avez aussi ce défi d'être face à des formateurs qui sont vraiment plus ou moins à l'aise avec le numérique et plus ou moins à l'aise avec la pédagogie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que donc nous formons au métier du sport et de l'animation, et donc dans nos formations, il y a quand même une grande place pour tout ce qui est pratique, mise en situation, et c'est également le cœur de métier de nos formateurs. Et on peut avoir certains formateurs qui peuvent être éloignés des outils digitaux et avec une petite réticence à faire évoluer leur méthode de formation. Essentiellement parce que voilà, ils sont un peu loin de ça va leur demander du temps, ça va les confronter à des outils qu'ils ne maîtrisent pas dans leur quotidien. Donc voilà, parfois ils peuvent mettre un peu de temps à adopter de nouvelles pratiques. Donc ce qui est important, c'est que ces nouveaux outils soient intuitifs. Ça c'est ce qui peut les aider. Et il faut qu'il y ait une réelle plus-value par rapport à leur pratique actuelle. C'est-à-dire que prendre du temps pour changer, ça peut être intéressant s'il y a une vraie plus-value par rapport à ce qu'ils font déjà. Et je pense que la notion de temps, effectivement, elle est importante. On le voit, on commence à avoir beaucoup d'expérience dans l'accompagnement du déploiement de WooClap à WooClap. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin de prendre le temps, de ne pas griller les étapes, en fait. Mais on parlera du déploiement un peu plus tard. Pour l'instant, on parle des difficultés et des freins. Peut-être, Fanny, vous, qu'est-ce que vous identifiez comme attente, justement, des formateurs vis-à-vis du numérique pour ceux qui en demandent? Que demandent-ils? En fait, aujourd'hui, donc nous, on forme une population qui est jeune. Ils ont la majorité entre 18 et 25 ans. Et donc, il y a aussi une volonté de moderniser les pratiques de formation pour rester en lien avec le quotidien de nos apprenants, leur façon de fonctionner dans la vie en général, et d'être sûr de les garder impliqués dans le processus de formation. Donc ça, c'est important pour ceux qui arrivent à aller vers des outils comme ça. Ils sont dans cette volonté-là. Et la deuxième chose, c'est aussi aujourd'hui les outils digitaux qui sont proposés. Il y a eu quand même une réelle réflexion dans leur conception pour qu'ils soient en lien avec les neurosciences, et donc il y a une certaine efficacité, une plus-value dans l'apprentissage, et qui derrière
pour eux, ils ressentent une certaine efficacité dans l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Donc voilà, quand ils vont vers des nouveaux outils, c'est aussi pour renforcer l'efficacité de leur formation. Et enfin, dernier point, ces outils digitaux, ils ont aussi la capacité à avoir une meilleure traçabilité. Et aujourd'hui, on sait que c'est une demande, notamment dans les audits, de pouvoir montrer nos processus de formation, l'évolution, la montée en compétences de nos apprenants sur les différentes compétences à acquérir. Donc là, ces outils digitaux aussi, ils facilitent la vie dans la traçabilité. Ouais, merci pour ça. Et Fabienne, est-ce qu'à Ségos, vous avez des attentes de formateurs qui n'ont pas été mentionnées? Je rejoins beaucoup ce que dit Fanny. Je pense qu'en fait, quand les formateurs chez Ségos, il y a maintenant 3 ans de ça, ont entendu parler pour la première fois de WooClap, certains d'entre eux, en fait, n'avaient pas attendu qu'on leur en parle pour utiliser WooClap, mais aussi d'autres solutions, d'autres outils, en fait, pour pouvoir être plus pertinents quand ils animent les formations. Je pense aussi qu'en fait, il y a eu une accélération, évidemment, à partir du moment où le Covid a existé, dans le sens où il a fallu monter en compétence des formateurs sur l'animation à distance. Et là, le digital a évidemment beaucoup de vertus, parce que quand on anime des classes à distance, il est certain que le digital a toute sa place. Donc, c'est notamment ce qui a été le cas, puisque maintenant, aujourd'hui, toutes les formations Ségos sont disponibles aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et donc, face en fait à ce besoin réel, il a fallu accompagner la transition. Et donc, évidemment, on a laissé le libre arbitre aux formateurs de pouvoir utiliser les outils digitaux qu'ils souhaitaient. Néanmoins, on a souhaité effectivement utiliser un seul outil pour tout le réseau des formateurs. Et cet outil qui a été sélectionné est en l'occurrence WooClap, tout en sachant que ce sur quoi on veillait absolument, c'était à faire en sorte qu'il y ait une facilité de prise en main par les formateurs pour qu'ils ne perdent pas de temps à comprendre comment fonctionnait l'outil, que par ailleurs, ils puissent en percevoir la valeur ajoutée très rapidement. Et je pense que ça, c'est essentiel, c'est qu'un formateur a tout de suite besoin de voir si quand il réalisera grâce à un outil digital un quiz, il aura tout de suite effectivement une valeur ajoutée par rapport à une méthode plus traditionnelle, donc à savoir une méthode papier. Et par ailleurs, ce qui est important aussi quand on utilise un outil digital, c'est de pouvoir aussi avoir le retour immédiat des réponses qui sont apportées à toute sollicitation qui est faite auprès du public qui va l'utiliser. Donc, lorsque effectivement on utilise une question WooClap, la pertinence qu'il peut y avoir dans l'outil, c'est que tout de suite les apprenants peuvent être confrontés à des résultats directement par rapport aux réponses qu'ils ont apportées, des statistiques, des expressions d'idées, etc., etc. Donc ça, c'est pour effectivement l'usage de l'outil WooClap, mais ça peut être aussi vrai avec d'autres outils. Et il me semble que vraiment, les formateurs ont besoin de comprendre cette valeur ajoutée qu'ils vont avoir à utiliser l'outil. Et il n'y a rien de mieux que de le tester, et de le tester en situation pour pouvoir s'en rendre compte. Mais j'insiste vraiment sur le fait aussi que quelque part dans ces accompagnements qu'on a fait, on est rentré par l'usage, on a en fait approché notre réseau des formateurs en y allant pas par pas et en leur donnant des cas d'usage qui étaient contextualisés par rapport à des situations opérationnelles qu'ils rencontrent lorsqu'ils animent. Par exemple, animer un icebreaker, par exemple, animer ce qu'on appelle la méthode Envol, qui est une méthode qui permet à des apprenants de se plonger directement sans perdre de temps dans la formation dès le début, dès la première minute de formation. Comment on pouvait simuler effectivement ces envols dès le début avec des outils digitaux pertinents, etc., etc. Donc oui, l'accompagnement est essentiel. La modernisation des approches pédagogiques est forcément intéressante à partir du moment où elle crée de la valeur. Et puis par ailleurs, il est important que quand on choisit un outil digital, on puisse obtenir des résultats. Et ces résultats, ils doivent pouvoir être compilés dans des documentations qui peuvent être des fichiers Excel, etc., pour qu'on puisse les communiquer ensuite aux personnes qui se sont formées ou alors aux responsables de formation, comme par exemple ceux qui nous suivent, qui vont avoir besoin de pouvoir faire des statistiques, etc., pour vérifier le bon usage et la pertinence de l'usage de certains outils.
Oui, donc là, vous venez effectivement donner beaucoup d'éléments, pardon, pour éviter la gadgetisation, ce qui est vraiment le cœur de notre webinaire. Et justement, j'ai une question, notamment pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. En une phrase, pour vous, quelle est la recette pour ne pas tomber dans la gadgetisation? Puis je poserai cette question à Fabienne, comme vous venez juste de prendre la parole, mais ensuite Fanny. Voilà, quelle est la recette pour ne pas tomber dans la gadgetisation pour vous? Fabienne, est-ce que vous voulez Alors, ok, très bien, merci, excusez-moi, j'avais compris que c'était Fanny, c'est pour ça que je n'intervenais pas, mais avec plaisir. Alors, utiliser avec modération, oui, déjà, je pense qu'il y a un gros risque, c'est de tomber dans les pièges aussi du digital learning. À partir du moment où on est suffisamment confiant, on peut se dire en fait qu'on anime toute une formation avec des outils digitaux. Je pense que c'est certes important d'être équipé, comme on vient de se le dire, avec des outils digitaux qui vont faire gagner un temps précieux, qui vont permettre d'avoir en fait plus de moyens de générer de la participation, de l'interactivité. Néanmoins, il va de soi qu'il faut mettre la bonne dose et que par moments des méthodes plus traditionnelles vont aussi être tout à fait efficaces pour ne pas lasser les participants et pour éviter aussi les risques que l'on peut encourir si jamais des participants se déconnectent, etc. Ensuite, je pense qu'effectivement, c'est important d'utiliser des outils digitaux le plus souvent possible qui soient les mêmes et qui soient avec des ergonomies faciles, comme je le disais, et un graphisme qui soit simple et épuré, de telle sorte qu'il n'y ait pas de surcharge cognitive digitale qui soit créée, parce que les participants qui sont venus se former sont pas venus se former à un outil, mais sont venus se former sur des compétences spécifiques. Donc, le plus l'outil digital utilisé est simple et visuellement épuré de choses qui ne sont pas nécessaires, le mieux c'est. La montée en compétences, comme je vous le témoignais juste avant, en fait, nous, on a monté en fait régulièrement des ateliers lorsqu'on a déployé l'outil WooClap, des ateliers relativement régulièrement pour que notre réseau des formateurs s'empare peu à peu et prennent conscience qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et fassent surtout du partage entre pairs aussi lors de ces ateliers sur les usages qu'ils avaient de leurs outils digitaux. Et puis, par ailleurs, évidemment, on les encourage à ne pas faire trop de zapping entre les outils digitaux qu'ils utilisent. Un formateur, lorsqu'il anime, de quoi il a besoin absolument? Il a besoin d'outils qui lui permettent de faire des sondages, des quiz, des séances de créativité, mais il a aussi surtout besoin d'outils qui lui permettent de faire des tableaux blancs. Et ces tableaux blancs peuvent très bien être faits de façon papier ou alors de façon digitale. Et puis, pourquoi pas aussi d'outils qui lui permettent de créer des cartes mentales et peut-être plus encore. Donc, je pense que c'est important pour un formateur d'avoir conscience des bons outils qu'il va avoir besoin de chercher grâce à sa veille, grâce au palmarès qui existe au niveau international, etc. Et peut-être d'être resté très concentré sur ces outils pour devenir de plus en plus expert sur la capacité à les utiliser et de pouvoir lui-même monter en compétence sur l'utilisation de ces outils. Et bien sûr, toujours, l'outil n'est pas la fin en soi. Le principal, c'est que l'outil vient desservir la pédagogie et non pas l'inverse. Ouais, merci pour cette recette. Je sais que lors de la préparation de ce webinaire, et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse pour les personnes qui nous regardent, les slides à l'écran sont bien évidemment des slides qui ont été préparés avec nos deux intervenantes de manière à ce que de manière simple, vous puissiez en voyant ce qu'il y a à l'écran retenir l'essentiel. Mais nous l'avons préparé ensemble avant ce webinaire. Fanny, Fabienne terminait en disant que l'enjeu, c'était que les outils, je ne sais plus ces termes exacts, mais que les outils servent en premier la formation. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter à cette recette déjà très complète, voilà, qui vous semble important pour ne pas... Oui, je vais revenir sur cette notion d'outils digitaux au service de la formation. C'est vrai que quand un formateur prépare son action pédagogique, il va prévoir plusieurs séquences qui ont tout un objectif et qui vont permettre un apprentissage progressif de chaque apprenant. Et ces outils digitaux, ils vont pouvoir être intégrés de façon consciente à certains moments pour donner du rythme,
pour rendre les apprenants actifs. Et ils ont au-delà de l'engagement qu'on veut créer chez les apprenants, c'est aussi parce que on souhaite commencer par du questionnement, inverser un petit peu la pédagogie. Voilà, on sait que ces outils-là, ils ont aussi un objectif pédagogique et les formateurs doivent les utiliser pour ça et pas pour créer uniquement de l'animation et un temps parfois qui est un peu plus sympa, un peu plus animé. C'est important dans la formation, mais on doit conserver cet aspect formation pédagogique dans l'utilisation des outils. Donc voilà, c'est là qu'on dépasse la gadgetisation et qu'on vient renforcer l'action de formation. Merci pour ça et d'avoir pris le temps toutes les deux de bien expliquer, parce que là on est vraiment au cœur du webinaire. Avec cette magnifique image du professeur Gadget. Pour continuer, on va aller vers ce qui se passe après. Donc, une fois qu'on a identifié les typologies d'outils qu'on va aller chercher, donc vous avez mentionné pédagogie, simplicité notamment, prendre en compte aussi les profils des formateurs qu'on a, leurs demandes, etc. Une fois qu'on a choisi un outil, comment est-ce qu'on accompagne le changement pour aller l'utiliser? Et donc peut-être en premier, Fanny Baum, donc de l'UCPA, je le rappelle. Quels ont été, vous, par exemple, dans le cas de WooClap, les leviers les plus efficaces pour favoriser l'adoption de l'outil une fois que vous aviez choisi de déployer celui-là? Et est-ce que vous avez des conseils très concrets qui ont été utiles dans votre cas? Oui, alors, eh bien, on a suivi un peu votre process, puisque là, au cours de ce webinaire, vous avez proposé d'utiliser WooClap pour participer à ce webinaire à tous les utilisateurs. Eh bien, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire que quand nous animons des séquences de formation, quand nous animons des séminaires, voilà, on utilise WooClap et on le fait utiliser aux formateurs en tant qu'apprenants. Ils vivent l'expérience d'un apprenant sur l'outil et on sait que ça crée de l'intérêt. Parce que ils ont trouvé ça sympa, ça a créé une dynamique à la fois au niveau visuel, au niveau rythme de formation, au niveau apprentissage avec, comme vous le disiez, des retours rapides sur les questions posées. Et donc, on sait que vivre cette expérience, c'est déjà un point d'ancrage important pour favoriser l'adoption des outils. Donc, ça, on le met très régulièrement en place. Et ensuite, quand on choisit de déployer un nouvel outil, on sait qu'il faut prendre un temps d'explication et de manipulation de l'outil, cette fois en tant que formateur, pas utilisateur. Parce que parfois on peut proposer des process, on le présente en visio et c'est nous qui animons et qui montrons comment il faut faire. C'est bien. Certaines personnes qui arrivent à transcrire ça rapidement et pouvoir le mettre en application en autonomie, mais la majorité ont besoin de manipuler, de faire des tests, de créer un court test, d'aller tester les différents types de questions pour se rendre compte de ce qui est faisable et d'utiliser leur support de cours personnel, de les transformer ou de les compléter avec WooClap. Et là, on arrive aussi à mettre en avant l'ergonomie, la facilité d'utilisation de l'outil. Et derrière, ça va être réutilisé parce que ils ont à la fois compris l'intérêt et rapidement trouvé tous les petits trucs et astuces pour l'utiliser. Donc voilà un petit peu notre façon de faire à l'UCPA. Donc vraiment proposer d'utiliser l'outil, que ce soit en posture d'apprenant ou en posture de formateur. Et au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus global à l'échelle de l'organisation, avec la communication, la mise en place d'un réseau d'experts, je sais qu'à Segos, vous avez pas mal d'expérience, Fabienne. Est-ce que vous pouvez nous donner vos conseils sur ces sujets-là ? Oui, alors, déjà, on a voulu marquer les choses de façon assez offensive au démarrage, c'est-à-dire il y a une grande réunion qui a eu lieu au démarrage pour présenter
Booklab, ça aurait très bien pu être quelque temps avant pour présenter plusieurs outils ensemble, mais l'idée c'est déjà de mettre en fait l'outil vraiment au cœur du changement. Donc pour ça, je dirais ne pas hésiter. Alors soit on peut commencer effectivement par des petits groupes et puis en fait ces petits groupes sont colporteurs et derrière il y a des ambassadeurs et ça se diffuse un peu plus et donc on fait plusieurs ateliers et peu à peu la notoriété se gagne au sein de l'organisation dans laquelle on est. Nous ce qu'on a choisi c'est de faire donc une espèce de réunion Big Bang et donc de présenter l'outil Booklab. Il y avait donc 200 personnes, à savoir 200 formateurs qui étaient connectés à cette session. Mais après, surtout, encore une fois, des ateliers régulièrement sur des cas d'usage métier pour que, encore une fois, ça soit l'usage avant l'outil et qu'on voit comment on peut résoudre des problématiques qu'on a et ce, numériquement, digitalement. Donc ça, c'était une des approches. La deuxième approche, c'est que dans un souci aussi de ROI, tout simplement, on a choisi des indicateurs précis pour surveiller la montée en compétences en fait de nos formateurs sur les outils digitaux. Et donc ça nous a servi en fait de moyen d'analyse pour pouvoir repérer comment ça se passait et s'assurer que les investissements faits avaient effectivement du sens. Et puis par ailleurs, on a beaucoup communiqué. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a écrit en fait des modes d'emploi sur les outils qui étaient recommandés, des modes d'emploi qui ont été créés non pas pour surmultiplier ce que les outils proposaient eux-mêmes, mais les sociétés des outils proposaient elles-mêmes, mais plutôt pour créer des modes d'emploi digérés, j'ai envie de dire, par Segos et par les besoins de Segos par rapport à ce dont nos formateurs avaient besoin. Et ça a été très apprécié parce que du coup, ça leur donne des guides opératoires pour pouvoir utiliser chaque outil. Et après, nos formateurs sont très encouragés par des informations qu'ils reçoivent via des newsletters, qui les informent en fait des modifications des outils régulièrement, à aussi exercer eux-mêmes une veille et à s'abonner à des newsletters eux-mêmes qui leur permettent d'augmenter leurs compétences sur l'usage des outils. Donc, on les incite vivement à travers des propres newsletters qu'on écrit nous-mêmes à se connecter eux-mêmes à une surveillance de la façon dont les outils évoluent parce qu'on pense que les métiers de formateurs, de toute façon, sont des métiers qui en permanence évoluent et qu'il n'y a rien que mieux, effectivement, que d'organiser sa veille soi-même pour pouvoir devenir de plus en plus compétent sur l'utilisation d'outils. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, on a favorisé cette adoption. Et aujourd'hui, je dirais que c'est acquis, puisqu'effectivement, une grande partie de notre réseau d'animateurs Segos est devenu très à l'aise avec l'usage du numérique dans les formations. Et comme je vous le disais, de toute façon, ce qui a aussi beaucoup facilité cette transition, c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le fait qu'il y ait eu à un moment donné cette rupture qui a dû être effectuée, puisqu'on a donc créé l'ensemble de nos formations en mode digital avec des classes à distance qui s'effectuent tous les jours. Et donc, le business des classes à distance est une part importante du chiffre d'affaires de Segos aujourd'hui. Et c'est bien évidemment satisfaisant puisque nos clients l'apprécient, puisque ça leur permet de former à plus grande échelle sur tout le territoire national des personnes qui sont parfois éloignées des centres de formation Segos. Et je me permets de rebondir sur un point que vous avez évoqué, qui est celui de faire des modes d'emploi digérés à l'usage spécifique de l'organisation. Et effectivement, je pense que c'est un très bon conseil qu'on donne à beaucoup des partenaires qu'on accompagne au déploiement, puisqu'effectivement, on propose, nous, des kits pour accompagner avec des modes d'emploi, etc. Mais ensuite, c'est chaque organisation qui sait le mieux quelles sont les problématiques spécifiques auxquelles elle fait face. Donc c'est un très bon élément. Merci pour ça. Une fois qu'on a déployé, ensuite, il faut accompagner sur la montée en compétences puisqu'on n'utilise pas Booklab de la même manière la première fois et ensuite quand on commence à être un utilisateur ou une utilisatrice aguerrie. Là-dessus, Fanny, à l'UCPA, qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, Fanny, je pense que votre micro n'est pas allumé. Tout à fait, pardon. Voilà. Donc je disais que en effet, nous formons tous les formateurs, tous les nouveaux formateurs ont un petit temps de formation
pour s'intégrer dans notre organisme de formation, et la formation aux outils digitaux que nous avons sélectionnés pour notre organisme de formation sont présentés, et on fait une manipulation accélérée lors de ces temps de présentation dans l'intégration des formateurs. Voilà, ça permet que les outils digitaux aient une place complètement intégrée dans notre processus de formation. C'est pas quelque chose qu'on vient rajouter après, plus tard. Voilà, dès le départ, ils sont au courant de ce qu'on utilise, de quelle place on leur donne dans nos processus de formation. Et ensuite, quand on adopte de nouveaux outils en cours d'année, c'est aussi lors de nos séminaires. Donc, comme je vous disais en début de webinaire, nos sites de formation sont répartis partout en France, et donc on a peu de temps pour se retrouver tous. Ça se fait lors de séminaires, et on sait que le présentiel, le fait d'avoir tout le monde sur le même site en même temps, eh bien, c'est le moment pour partager les nouvelles pratiques, les nouveaux outils, et on prend un temps de présentation sur ces temps-là. Donc ça c'est toujours une bonne base initiale. Et ensuite, on continue d'accompagner nos équipes avec l'évolution des outils, leur montée en compétences, en leur partageant régulièrement toute la veille, tout ce qui sort régulièrement et que nous trouvons intéressant pour diversifier leurs pratiques, aller plus loin dans leurs pratiques. Donc ça peut être des webinaires, ça peut être des articles qui viennent compléter leurs pratiques pédagogiques existantes. On essaye d'être présent régulièrement sans être en surdose, parce que parfois trop d'informations est dommageable pour l'efficacité. Donc on essaye de façon régulière de leur proposer d'aller plus loin sur leurs utilisations. Voilà. Très bien. Et une fois qu'on a vraiment choisi d'adopter un outil, qu'on a mis en place les différents jalons, les formations, etc., nous, ce qu'on recommande à WooClap en général, c'est aux organisations de mettre en place des usages variés du même outil, du partage entre pairs pour que les différents formateurs puissent se partager leurs bonnes pratiques, mais aussi accompagner la veille en interne. Est-ce que là-dessus, Fabienne, à Segos, vous avez d'autres conseils sur comment on fait pour maximiser l'usage des outils qu'on a choisi de déployer? Peut-être aussi, c'est dit en fait à travers le mot partage, mais vraiment ce souhait aussi de partager entre pairs, je pense que c'est important. Les formateurs sont des personnes qui ont besoin de se réunir entre elles pour partager leurs pratiques. Donc chez Segos, on favorise ceci, puisque en fait nos animateurs sont positionnés selon des expertises sur lesquelles ils interviennent, expertise marketing, expertise commerciale, etc. Et donc on favorise en fait du partage entre pairs dans des réunions régulières où on réunit en fait des animateurs par typologie d'expertise. Et là, effectivement, on leur permet aussi de partager des clés de succès qu'ils ont sur certaines séquences qu'ils ont animées, etc. Donc, il y a du partage entre pairs qui s'effectue de cette façon. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que sur ces expertises, on a nommé en fait des grands experts de l'usage de certains outils digitaux. On leur demande en fait de nous consolider des ressources, et ces ressources sont ensuite mise à disposition des autres personnes qui animent les formations, de telle sorte encore qu'on favorise, je dirais, la multiplicité des bonnes pratiques au sein de notre réseau des formateurs. Et puis, comme je le disais, on les informe aussi par des news. Et puis, plus encore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout animateur qui anime chez Segos dispose en fait d'un guide pédagogique très clair et très précis pour pouvoir animer sa formation. Et dans cette ressource, dans ce guide pédagogique pour animer sa formation, il va avoir la possibilité de voir toute séquence pédagogique détaillée de A à Z, avec notamment la mention des données clés pour utiliser les outils digitaux qu'il devra utiliser par séquence. Donc, on est aussi garant de la qualité des formations qu'on donne. Donc, c'est pour ça que ces guides existent. Et donc, ils sont extrêmement soignés et ils font appel à des renseignements sur les outils qui vont être recommandés pour chaque séquence. Donc, vraiment toujours articuler
pédagogie et outils digitaux Oui. au cœur de cette démarche. On va arriver à la fin du webinaire. Je vais avoir une dernière question pour nos intervenantes, mais si vous êtes connectés, que vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. Donc, n'hésitez pas, puisque voilà, on va pouvoir y répondre. Et donc, ma dernière question concerne la boîte à outils de base. Alors, je vais vous demander à chacune de me dire les conseils que vous avez pour la boîte à outils dans laquelle on met les outils digitaux de base et quelle place vous voyez pour l'intelligence artificielle dans cette boîte à outils. Donc voilà, quelle boîte à outils et quelle place pour l'IA. Fanny, si vous voulez intervenir en premier, donc je le rappelle, Fanny Baum travaille à l'UCPA Formation. Oui, alors donc ce qui me semble important dans la mise en place des formations et de l'utilisation des outils digitaux, c'est de les utiliser pour rythmer les temps de formation. Il faut garder nos apprenants alors en distanciel, on sait que le challenge est encore plus important, mais en présentiel aussi. Donc voilà, aujourd'hui, mettre du rythme. C'est important, mettre l'apprenant au centre des apprentissages en le rendant actif pour voilà vraiment lui donner une place à la fois individuelle et on sait que ça augmente ses capacités d'apprentissage. Et ces outils digitaux, ils sont là pour ça, donc c'est vraiment important de l'intégrer comme ça dans le programme de formation. Et dans le choix des outils, ça dépend, comme on disait depuis le début, du niveau d'appétence par rapport aux outils digitaux. Mais la simplicité, quand on est utilisateur, on a tout de suite, on sent si on a de l'appétence pour cet outil, on trouve ça sympathique, on trouve ça, on voit la plus-value. Donc ça, c'est pour moi, c'est la première chose à prendre en considération pour le choix d'un outil. Et ensuite, bien sûr, sa facilité d'utilisation. Aujourd'hui, nos formateurs, ils ont des temps de face à face qui sont assez importants, des temps de préparation un peu limités. Donc, il faut que cette prise en main, elle soit rapide, elle soit efficace, et ça aide pour faire le choix des bons outils rapidement par rapport aux cours qu'ils ont préparés. Et enfin, donc par rapport à l'intelligence artificielle. On sait qu'elle prend une place de plus en plus importante et que l'écart d'utilisation entre les formateurs augmente de plus en plus parce que certains suivent vraiment le fil et prennent le train en marche et d'autres sont encore un peu éloignés. Et malheureusement, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de rupture, un écart trop important par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle demain en formation. Donc, on est en veille pour que tout le monde soit à peu près sur le même niveau d'information et d'utilisation, mais ça va être, je pense, une grosse plus-value parce que ça va faciliter justement l'utilisation de ces outils digitaux. Aujourd'hui, ce petit frein qui est le temps de prise en main, le temps de création, l'intelligence artificielle va accélérer tout ça et je pense que ça va vraiment aider l'ensemble des formateurs à faire le pas et à utiliser ces outils. Donc, et enfin, le dernier point que je vois aussi par rapport à l'intelligence artificielle, c'est un enjeu pour nous dans la formation, c'est l'individualisation des parcours de formation et le traitement des données via l'intelligence artificielle va pouvoir encore plus proposer demain des outils digitaux qui vont individualiser les parcours, faire en sorte qu'en fonction du niveau, on puisse accéder à des contenus spécifiques. Aujourd'hui, on sait que c'est très intéressant, mais c'est chronophage. Demain, l'intelligence artificielle va accélérer tout ça et les outils digitaux seront un moyen de l'utiliser. Et merci. Et Fabienne Bouchu à Segos, est-ce que vous avez des ajouts à faire sur cette boîte à outils de base et sur le rôle que vous voyez pour l'intelligence artificielle? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Fanny, hein, évidemment, mais je dirais la boîte à outils de base, en fait, c'est sans doute, déjà, de pouvoir, encore une fois, choisir l'outil pertinent. Je pense que, en fait, ce qui m'avait particulièrement séduit quand j'avais
vu pour la première fois effectivement la solution Booklab, c'est que ce que je trouve très pertinent, c'est d'éviter que les participants aient à se connecter à plusieurs QR codes tout au long d'une formation et risquent de se disperser, et que donc je trouve que c'est pertinent effectivement d'avoir un seul QR code qui permette ensuite d'administrer toute une série de questions qui seront propices à l'apprentissage. Je pense pouvoir affirmer que nos participants à aujourd'hui sont très à l'aise avec l'usage de Booklab, dans le sens où ils apprécient de pouvoir participer à travers cet outil digital. Et donc, c'est un moyen pour eux de communiquer, de pouvoir partager aussi entre pairs lors de séances de brainstorming, etc. Donc, ça c'est tout à fait, ça leur convient. Il y a évidemment des limites, mais en tous les cas, je pense que cette notion est importante. Se rassembler autour d'un même outil est intéressant. La boîte à outils, je dirais, c'est ce dont j'ai parlé. Être régulièrement en veille, donc avoir les bonnes sources de veille. S'abonner aux bonnes newsletters, surveiller ce qui se passe dans le monde du digital learning, peut-être se rendre à des salons professionnels pour voir ce qui se passe, etc. Et puis après, je dirais choisir, sélectionner, pas trop, et puis surtout commencer par quelque chose qui est simple. Par exemple, on a créé un guide interne, et dans ce guide, il est mentionné que pour réussir du premier coup, il faut utiliser tel type de fonctionnalité. Et on encourage nos formateurs, à utiliser des fonctionnalités qui soient simples à l'emploi pour qu'ils se sentent en confiance très rapidement. Donc ça, c'est important. Et puis d'un point de vue intelligence artificielle, alors c'est sûr que bon, on est clairement non plus dans l'innovation, mais maintenant en fait dans l'accompagnement de l'innovation, hein, puisque c'est maintenant en place depuis 2 ans, même 3 ans, qu'est-ce que je dis. Donc, je dirais que à aujourd'hui, je pense que c'est un moyen hyper puissant de pouvoir accélérer la façon dont on va utiliser les outils digitaux dans le côté back-office, c'est-à-dire pour créer les contenus de formation. Je pense que ça va déjà permettre d'accélérer la productivité des formateurs en leur permettant de pouvoir concevoir des contenus plus facilement et rapidement. Et puis, je pense aussi que ça va apporter des moyens d'être plus créatifs grâce effectivement à des IA qui sont embarqués dans les outils. On peut en fait produire du contenu, et souvent du contenu auquel on n'avait pas pensé. Alors, il va de soi qu'après, il va falloir savoir sélectionner, être suffisamment vigilant pour garder les outils, les contenus qui soient adéquats. Et donc ça, c'est effectivement tout le rôle d'expertise du formateur que de pouvoir le faire. Et enfin, d'un point de vue front office, je pense aussi que en fait, pour les apprenants, ça va être aussi un moyen, lorsque des questions leur seront posées, de pouvoir avoir, par exemple, des exercices de synthèse qui soient automatiquement générés par rapport aux questions qu'ils ont apportées, aux réponses qu'ils ont apportées face aux questions qui leur étaient proposées. Donc, il y a 2 parties en fait dans l'intelligence artificielle. Déjà, épauler fortement les formateurs pour concevoir leur contenu, et deuxièmement, permettre aux participants de pouvoir accéder plus vite à l'acquis de formation, et pouvoir enrichir en groupe ce qui a été produit par les autres. Merci pour ces éléments, Fabienne et Fanny. Là s'arrêtent les questions auxquelles on avait pensé pendant l'élaboration de ce webinaire. Donc, merci beaucoup pour vos réponses très riches sur le choix, la mise en place et l'accompagnement et les perspectives autour du trousseau du formateur avec ces outils numériques. Je retiens en tout cas que pour éviter la gadgetisation, la question du choix, de la veille est importante, et ensuite vraiment mettre la pédagogie au cœur de la décision. Et vous avez parlé aussi beaucoup d'ergonomie et de simplicité. On a une question d'Edwige qui nous l'a posée dans le chat concernant les retours sur l'engagement des élèves et apprenants. Donc plus apprenants dans votre cas. Est-ce que vous pourriez vraiment, alors on est à la fin du temps, donc peut-être vraiment en une phrase nous dire si vous avez des retours du côté plutôt des apprenants, parce qu'on a beaucoup parlé des formateurs à ce sujet. Fanny, si vous voulez en premier. Oui, alors, en tout cas, pour ma part, on voit une réelle mobilisation des apprenants quand on utilise comme ça des outils interactifs qui viennent les solliciter. Alors,
En distanciel, c'est exacerbé parce qu'on voit les caméras qui restent allumées, on voit des personnes qui voilà, qui participent, qui rebondissent, dans WooClap, quand on utilise par exemple le nuage de mots, on voit que c'est crescendo, donc il commence à répondre un, puis après on voit que ça inspire, que les gens proposent des questions, relancent par rapport aux propositions des autres participants. Donc on sent que ça crée de l'engagement de la part des apprenants quand on vient les solliciter via des outils digitaux comme ça. Merci. Et auprès des publics que vous formez à Segos, Fabienne? Le crescendo est constaté aussi. On n'a pas tellement d'écho sur des clients apprenants qui soient déceptifs. Je pense que tout dépend de la posture du formateur, et à partir du moment où le formateur est confiant et met la bonne dose et qu'il est à l'aise, je pense que les participants le sont aussi. Et il faut toujours avoir effectivement cette notion de plan B aussi, c'est-à-dire être préparé si jamais effectivement il y a quelque chose qui se passe pas. Mais au jour d'aujourd'hui, les réseaux fonctionnent partout. Si on a choisi des outils qui soient ergonomiquement assez simples à utiliser, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'au contraire, c'est plutôt très utile les outils digitaux, parce que ça permet notamment d'avoir effectivement un retour et des réponses beaucoup plus rapidement, et ça c'est intéressant. Et deuxièmement, de pouvoir partager peut-être plus d'idées encore. Et sur des retours un peu chiffrés pour répondre à Edwige, on a aussi, donc là on est sur de la formation professionnelle, mais on travaille énormément en WooClap et on vient en fait plus de l'enseignement supérieur. Donc la conséquence, c'est que pas mal d'études dans des universités ont été menées sur les résultats en fait d'utilisation de WooClap dans des cours spécifiques. Et par exemple, dans une étude qui a été menée à l'Université autonome de Madrid en Espagne, pour une classe de ingénierie chimique, il me semble, chemical engineering en anglais, les chiffres qu'elle montrait, c'était 90% d'augmentation de l'engagement, de la participation en classe, et il me semble 81,4%, je crois, d'étudiants qui déclaraient avoir des meilleures performances académiques en relation avec l'utilisation de l'outil WooClap. Si vous parlez anglais, je vous mets la source de cette étude là dans la conversation, mais voilà, sinon vous pourrez voir, il y en a d'autres. Merci beaucoup pour cette question. On n'en a pas d'autres, donc on va s'arrêter là. Merci à nos deux intervenantes, donc Fabienne Bouchu de Segos et Fanny Baume de l'UCPA, d'avoir participé et répondu aux questions et aussi préparé ce webinaire, parce que c'est aussi du temps en amont. Merci aux personnes qui se sont connectées, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis bonne journée, bonne continuation à chacun et à chacune. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.